Paris, capitale française. Ville lumière, reconnue pour sa beauté, son élégance et son incomparable vitalité. Ville proie par excellence pour l'Allemagne nazie, parce qu'elle est le plus beau des trophées. L'occupant s'installe en une demi-journée. À midi, chacun est à son poste. Les Allemands prennent possession, deviennent les nouveaux maîtres. Véritable enjeu symbolique pour les nazis. Paris va subir la plus dure des occupations. Les souvenirs de Paris, c'est tout en noir et blanc. Et l'une des plus longues aussi. Paris va subir 4 ans de répression nazie. Quand je suis rentrée du lycée, la Gestapo était à l'intérieur de la maison. Une occupation où règne la violence. La torture devient monnaie courante. Il y aura le supplice de la baignoire. Il y a des camarades qui ont parlé. Et nous sommes les seuls à comprendre pourquoi ils ont parlé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Face à cet envahisseur, Paris va d'abord résister, armé de ses idéaux. Ce sont des gens qui ont une sensibilité de gauche, ce sont des gens qui sont anti-nazis. Ces premières publications clandestines font savoir au plus grand nombre que peut-être tout espoir n'est pas perdu. Si de nombreux Parisiens et Parisiennes vont s'opposer aux forces du Reich, quelques intellectuels seront les premiers. Boris Vildé, Germaine Tillion, Pierre Brossolette. Autant de figures emblématiques qui, dès les premières heures de l'occupation, décideront de ne pas se soumettre. Mais puisque la violence engendre la violence, c'est par le sang que Paris sortira des ténèbres de l'occupation. En gros, il faut mettre la France à feu et à sang. Attaquer les nazis par tous les moyens. Ainsi, c'est par les armes que la lutte s'organisera. Pierre Georges, Joseph Epstein, Missak Manoukian seront les bras armés du Parti communiste. Et ce combat, c'est au prix de leur vie qu'ils le mèneront. Monter des barricades, prendre les armes, se battre jusqu'au dernier. Toute la question, c'est de savoir si les Allemands résisteront coûte que coûte jusqu'au dernier ou si ils vont baisser pavillon. Durant ces 4 ans d'occupation, ces 4 ans de terreur, ces héros ont résisté jusqu'au bout. Voici leur histoire. Et si Paris est toujours la ville lumière, c'est bien parce que son peuple n'a jamais lâché le flambeau. Printemps 1940. La France vient de perdre la guerre contre l'Allemagne nazie. L'armée française était considérée comme la meilleure armée au monde en 1939. Le slogan, c'était « Nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts ». Donc, cette défaite militaire de la France en à peu près 3 semaines, personne n'avait pu la penser, l'envisager. On assiste à quelque chose qui était impensable. L'écroulement d'un pays, son occupation par l'ennemi, c'est proprement inimaginable. Donc il y a toute une période qui est une période de sidération. Le 10 juin, dans la panique totale, le gouvernement quitte Paris pour s'installer à Bordeaux. 4 jours plus tard, les Parisiens entendent résonner le bruit des bottes dans la rue. Le général allemand von Bock et ses troupes de fantassins vêtus de vert descendent les Champs-Élysées. L'occupant arrive dans la matinée du 14 juin 1940, à l'aube. Les rues sont désertes, il n'y a presque personne. Tout le monde est claquemuré. Et l'occupant s'installe en une demi-journée. À midi, chacun est à son poste. Une invasion qui ne souffre d'aucune improvisation. Et pour cause, l'opération est minutieusement préparée depuis 3 ans. Ainsi, le jour J, et de manière aussi intimidante qu'impressionnante, une horde de soldats du Reich
envahissent la ville méticuleusement. Les Allemands réquisitionnent plus de 1000 immeubles dans les beaux quartiers de Paris. L'armée de l'air dans le quartier du Faubourg Saint-Honoré, le haut état-major allemand dans le 16e arrondissement, près de l'Étoile. Personne n'avait prévu ça. La capitale, ce qui en France n'est pas rien, va être occupée par le vainqueur. Ça s'est produit ni en 1870, ni pendant la guerre de 14-18, donc c'est un événement considérable. Les Allemands prennent possession, deviennent les nouveaux maîtres. Soumis à un couvre-feu, les Parisiens se cloîtrent. Ils ne comprennent pas encore l'exacte réalité de ce qui est en train de se passer. L'occupant commence à piller. Les passants observent abasourdis l'enlèvement des statues dont les Allemands récupèrent le métal. Les voitures sont réquisitionnées. Dans les rues de Paris, le chant des klaxons s'étue et le métro bat chaque jour des records d'affluence. Ils vont méthodiquement colorer la ville à leur image. La physionomie de Paris change très rapidement, avec des oriflammes nazis, avec des pancartes, des panneaux de signalisation. C'est l'adoption de l'heure allemande, puisqu'il y a un décalage d'1 heure entre l'heure à Berlin et l'heure à Paris. Personne ne peut faire comme si les Allemands n'étaient pas là. On a beaucoup de témoignages de Parisiens qui évoquent ça, la difficulté que ça représente de voir Paris occupé. C'était en 40, j'avais 14 ans. J'ai vu Paris sous l'occupation, c'est-à-dire qu'il y avait partout des drapeaux allemands, des drapeaux avec la croix gammée. Ça n'était plus Paris, c'était Paris sous les Allemands. L'occupation assomme la population. Si d'un côté quelques Parisiens se laissent séduire par l'ordre et la force, de l'autre, on se mure dans le silence. L'effondrement du pays et l'occupation de sa capitale provoquent pour une immense majorité de Français un état quasi catatonique. Malgré cet état de choc, à Paris, une poignée d'individus développent des comportements frondeurs, rebelles et désobéissants. Dès l'été, il y a des gens qui vont sortir de cet état d'abattement et vont commencer à se dire que ça n'est pas acceptable, que ça n'est pas possible et qu'il faut faire quelque chose. Quelle forme ça prend? Au début, ça prend des formes extraordinairement primaires parce que rien n'existe. L'un des premiers gestes d'opposition, ce sont les ouvriers de la Tour Eiffel qui ont saboté l'ascenseur pour que les Allemands aient à monter la Tour Eiffel à pied. Les Allemands avaient réquisitionné la moitié droite du lycée. Donc là, les filles, elles ont tout fait pour gêner les Allemands. Quand ils rentraient par un endroit, on allait se mettre exactement à cet endroit-là pour qu'ils ne puissent pas passer. Quand ils nous demandaient d'aller à la Bastille, on les envoyait au château de Vincennes. Enfin, vous voyez, c'était absolument puéril, mais ça nous permettait de les supporter. Et petit à petit, ces volontés de contrarier l'occupant dans son quotidien vont prendre des formes plus réfléchies, plus abouties. Dès juillet 1940, commence à circuler sous le manteau un petit document clandestin réalisé par un ancien militant socialiste, Jean Texier. Il va écrire un texte qui s'appelle « Conseil à l'occupé », qui en fait consiste en 33 conseils. Il explique que les Parisiens peuvent montrer par leur attitude quotidienne qu'ils ne sont pas favorables à la présence des Allemands. Parmi les conseils, il y a si un Allemand s'adresse à toi, fais un signe d'impuissance et passe ta route. C'est par exemple détourner le regard lorsque vous croisez un Allemand. Il faut que l'occupant ne se sente pas chez lui. Et d'ailleurs, cette attitude est quand même suffisamment importante pour que les Allemands surnomment très vite dans leur rapport Paris comme la ville sans regard. Assez rapidement, ceux qui refusent l'occupation vont se retrouver, communier, partager ce refus de la défaite, ce refus de l'occupation, et rendre possible le passage du particulier au collectif,
sans lequel rien n'est envisageable. On s'aperçoit qu'il y a une sorte de floraison de tout petits groupes qui émergent, qui apparaissent. C'est de toutes petites communautés, c'est 4, 5, 10 personnes, c'est très peu. Parmi ces petites communautés, place du Trocadéro, dans ce majestueux édifice, travaillent des hommes, des femmes. Ce sont des chercheurs en ethnologie. Ce n'est pas n'importe quelle institution, c'est le Musée de l'Homme. Ici, depuis 1937, année de sa création, sous l'impulsion du Front populaire, se construit un musée-laboratoire prenant une ethnologie antiraciste. Ce sont souvent des gens qui, dans les années 30, ont milité sur le plan politique. Ce sont des gens qui ont une sensibilité de gauche, ce sont des gens qui sont anti-nazis. Ce petit cercle du Musée de l'Homme va d'abord prendre corps autour de 3 fortes personnalités. Boris Vildé, Anatole Levitsky et Yvonne Audon. Yvonne Audon, c'est la bibliothécaire du Musée de l'Homme. Elle n'est pas partie en exode, elle est restée à Paris, elle garde ses livres. Au cours de l'été, Yvonne Audon va retrouver au sein du musée ses anciens collègues et amis mobilisés depuis le début de la guerre et enfin de retour. Boris Vildé, linguiste russe naturalisé en 1936, spécialiste des peuples polaires, et Anatole Levitsky, anthropologue, spécialiste des populations sibériennes. Cette petite équipe cherche, comme on le dit à l'époque, à faire quelque chose. Ces pionniers sont des amateurs en la matière. Ils inventent la résistance de façon empirique. N'ayant aucune expérience, ils sont obligés d'improviser de toutes les façons possibles pour faire vivre la désobéissance. Ainsi, on commence par faire de la contre-propagande. Il s'agit dans un premier temps de battre en brèche les informations véhiculées par les médias inféodés à Vichy et à l'occupant. Les Allemands sont très attentifs à ce qu'on appelle la propagande. Donc ils vont faire en sorte de manier un certain nombre de leviers qui leur permettent de contrôler la vie intellectuelle à Paris. Il y a une propagande qui va se mettre en place et qui est relayée en particulier par l'ambassadeur Otto Abetz. L'ambassade d'Allemagne va financer un certain nombre de publications qui sont écrites en français et pensées en allemand. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Un des moyens de la propagande, c'est bien sûr la radio, avec Radio Paris. Alors, Radio Paris, c'est très typiquement l'exemple de cette propagande allemande qui se déverse à travers des voix françaises. Et c'est très important parce que la radio est très, très écoutée. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris est allemand, comme le chante Pierre Dac de Radio Londres. Tandis que les premières voix de cette contre-propagande s'expriment outre-Manche sur les ondes de la BBC, en territoire occupé, ce sont d'autres canaux de contestation que l'on utilise. Michel Agnel n'a que 14 ans, quand avec sa mère, elles entrent en résistance contre la voix du Reich. Nous avons reçu une grande enveloppe en kraft, et quand on a ouvert l'enveloppe, des quantités de tracts se sont répandus dans l'appartement. Et il y avait un bout de carton à l'intérieur où il y avait marqué « recopier et distribuer ». Alors c'est ce qu'on a fait. Le soir, toute la famille s'y est mise. On pouvait les mettre dans sa poche, les distribuer un peu n'importe où. Maman, elle, en faisant les courses, elle les distribuait dans les cabanes des gens qui faisaient les courses. Au Musée de l'Homme, le petit groupe dirigé par Boris Vildé décide de passer au stade supérieur et de mener des actions de plus grande envergure. Très vite, Boris Vildé a l'idée qu'il faut sortir du Musée de l'Homme. Il faut essayer de nouer contact avec les autres noyaux qui se développent dans Paris à la même période. Un contact se noue avec un groupe qui est un autre groupe composé d'intellectuels, groupe dit des écrivains, Jean Cassou, Agnès Imbert. Et c'est en étroite liaison avec ce groupe des écrivains que naît le projet de lancer un périodique clandestin. Ce journal, c'est le journal Résistance.
dont le premier numéro est daté du 15 décembre 1940. Publications qui vont avoir de très importantes répercussions. Grâce au journal, cette résistance embryonnaire se fait connaître. Ces premières publications clandestines font savoir au plus grand nombre que des gens, quelque part, sont d'inspiration résistante. Que donc peut-être tout espoir n'est pas perdu. Un peu plus tard, vers la fin de l'été 1940, une autre cellule va émerger en réaction directe aux forces d'occupation. On y retrouve une grande dame, une ethnologue très reconnue, Germaine Tillon. Elle aussi, elle veut faire quelque chose. Germaine Tillon va faire la connaissance totalement par hasard d'un colonel en retraite, Paul Ouette, beaucoup plus âgé qu'elle, il a plus de 70 ans en 1940. Et très vite, ces deux individus se rendent compte qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils prennent la tête, ils reprennent plutôt une association déjà existante qui s'appelle l'UNCC, qui a comme objectif de venir en aide aux prisonniers de guerre coloniaux. Donc, au départ, c'est une action caritative. C'est par exemple faire des colis qui seront envoyés dans les camps en Allemagne pour les prisonniers de guerre. Et puis, très rapidement, cette activité, qui est au départ une activité légale et caritative, va dévier d'une certaine manière. Parce que à l'association viennent des prisonniers qui viennent de s'évader. Et là, Germaine Tillon et Paul Ouette vont ouvrir leurs portes. On a des gens qui, très vite, prennent conscience de la nécessité d'aider ces personnes qui sont recherchées par les Allemands. Et on va passer ensuite très rapidement de l'aide à l'organisation d'évasion. Et donc à la mise en place d'une filière d'évasion. Ces filières d'évasion, de nombreux Parisiens et Parisiennes vont en être les maillons. Ils vont cacher, protéger, nourrir et faire évader non seulement des prisonniers en fuite, mais aussi des pilotes alliés perdus sur le sol français. En arrivant à l'appartement, mon père me donne les clés et me dit « Tiens, ouvre la porte ». J'ouvre la porte et alors là, derrière la porte, il y avait un grand gars qui me fait « Hello, Michel ». Je vous assure que c'était merveilleux. Petit à petit, la résistance évolue. On fabrique des faux papiers, on organise des réseaux d'évasion, on collecte des renseignements. On essaie d'entrer en contact avec Londres, avec ceux qui résistent de l'autre côté de la Manche. Une montée en puissance, accompagnée et soutenue par la jeunesse parisienne. La contestation populaire de masse se met en place doucement, en commençant par rallier les universités. Ceci est le tract qui circule dans toutes les facultés et même les lycées. Un tract qui invite la jeunesse parisienne à braver l'interdit et à se retrouver pour manifester le jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et le 11 novembre 1940, ce ne sont pas moins de 3000 étudiants et lycéens qui répondent à l'appel. Les étudiants avaient rendez-vous à peu près au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Ils ont commencé à remonter l'avenue vers l'Étoile, vers le soldat inconnu. En portant par exemple des petits symboles tricolores, en chantant la Marseillaise, en clamant des slogans Vive de Gaulle, vive la France. Le problème, c'est qu'à peu près au niveau du Georges V, des camions allemands bâchés ont remonté l'avenue. Et là, on a soulevé les bâches. On tire sur les manifestants. Il y a de très nombreux blessés. Et pour ceux qui s'en sortent indemnes, mais n'ont pas le temps de s'enfuir, ce sera l'emprisonnement. Là, c'est un message très très clair envoyé là aussi, qui consiste à dire on ne tolérera pas la moindre manifestation publique. Dès que les Allemands sentent vraiment sourdre, apparaître en germe une opposition, alors ils vont réagir avec une extrême violence. Si les manifestations publiques sont durement réprimées, les actes individuels le sont tout autant. Jacques Bonsergent, c'est cet ingénieur qui se trouve pris dans une cohue gare Saint-Lazare. Il y a un échange de coups de poing avec les Allemands, mais il n'y a rien de résistant là-dedans. C'est une sorte de rixe, mais mineur. Il est arrêté et il est jugé et condamné à mort pour s'être opposé aux troupes d'occupation. C'est un très bon exemple de signal envoyé par l'occupant disant voilà ce qu'il en coûte de s'opposer à nous. Cette désobéissance
qu'elle soit de masse ou clandestine, individuelle ou collective, va coûter cher. Ces résistants de la première heure vont payer au prix fort leur engagement. À la fin de l'année 40, les Allemands savent qu'une presse clandestine existe. Ils savent que des regroupements anti-nazis s'organisent, alors ils vont mettre toute leur énergie dans l'éradication de ce phénomène. Sur les territoires qu'il occupe, le Troisième Reich installe une machine répressive aussi efficace que redoutable. Les agents qui sont chargés de la répression du côté allemand sont de véritables professionnels. Alors il y a l'Abwehr, qui est le contre-espionnage allemand. Il y a la SIPO-SD, qui est une espèce de fusion à la fois de la police criminelle et de la police SS. À l'intérieur de cette SIPO-SD, il y a ce qu'on appelle la Gestapo. Et tout ça, ça forme un appareil très puissant. Un appareil très puissant qui, en à peine quelques mois, va décimer les rangs de ces jeunes mouvements de résistants parisiens. De son côté, Germaine Tillon passe pour l'instant au travers des mailles du filet, mais sans bien que l'étau se resserre. Et Germaine Tillon, c'est quelqu'un qui est une anthropologue et une ethnologue. C'est quelqu'un qui passe son temps à enquêter sur ce qu'elle voit. Qu'est-ce qu'elle fait, Germaine Tillon? Elle essaye de comprendre ce qui a causé cette dévastation, comme elle dit. Et elle comprend que, dans la quasi-totalité des cas, ce sont des agents doubles et des infiltrations qui causent les arrestations. Les Allemands, même si ce sont des professionnels de la répression, ils ont quand même un problème en France. Ils ne sont pas du tout insérés dans la société française. Et donc, ils vont décider de développer un système d'infiltration en employant des agents français qui vont travailler pour eux. Les Wehmann, les hommes de confiance. Et ces Wehmann, les services secrets allemands vont les former. Ils vont leur apprendre à entrer en contact et à répondre aux besoins de la résistance. Cette résistance qui, pour être plus efficace, a un besoin majeur: recruter. En recrutant, en se développant, on s'expose. Le simple fait de recruter, c'est prendre un risque. Même si on essaye d'être prudent, on n'est jamais certain des gens qu'on recrute. Boris Wilde, à la tête du réseau du Musée de l'Homme, est très à l'écoute de tous ceux qui aimeraient faire quelque chose. Il rencontre et recrute de nombreux Parisiens qui se disent déterminés à lutter contre l'occupant. Parmi eux, un certain Albert Gaveau. Albert Gaveau laisse entendre qu'il aimerait partir en Grande-Bretagne pour rejoindre la France libre, continuer la lutte, et qu'il cherche une filière. Et Boris Wilde, qui est séduit quelque part par ce jeune-là qui veut s'engager, va faire d'Albert Gaveau son agent de liaison. Donc c'est quelqu'un qui assez rapidement va avoir une vue assez précise et assez générale de l'organisation et des différents noyaux. Albert Gaveau est en fait un agent du SD, donc un agent double. Le 26 mars 1941 à 15h, place Pigalle, Boris Wilde est arrêté par le capitaine SS Doering de la Gestapo, qui l'emmène au siège de la police de sûreté allemande. C'est Gaveau qui le donne, hein, qui le livre. Avec l'arrestation de Boris Wilde, c'est quasiment tout le réseau du Musée de l'Homme qui est démantelé. Sur les 19 interpellés, tous sont inculpés de propagande et d'aide à l'ennemi. 10 peines de mort sont prononcées. 7 d'entre eux, dont Boris Wilde et Anatole Levitsky, sont fusillés. Le plus jeune, René Sénéchal, dit le gosse, n'a que 18 ans. L'exécution se passe au Mont-Valérien, sur la commune de Suresnes, en proche banlieue parisienne. Yvonne Audon, troisième personnage important du groupe du Musée de l'Homme, échappera à l'exécution, mais sera déportée en Allemagne dans les camps de la mort, d'où elle reviendra en 1945. Si Germaine Tillon ne fait pas partie du lot, en août 1942, elle sera également arrêtée par la Gestapo, puis finalement déportée à Ravensbrück, jusqu'à sa libération par la Croix-Rouge suédoise. L'arrestation du groupe du Musée de l'Homme est un coup dur. Pour survivre, il faut absolument renouveler le mouvement. Il faut que d'autres reprennent le flambeau.
chercher de nouveaux volontaires. En même temps qu'il y a la répression, il faut continuer. Et le groupe des écrivains qui a en charge la rédaction de Résistance, ils vont chercher tout de suite de nouvelles personnes pour les aider à faire ce journal. Et ils vont recruter Pierre Brossolette. C'est un intellectuel, un enseignant, un journaliste. Impossible pour lui de travailler en tant que tel, puisqu'il est inscrit sur la liste des ennemis du Reich, car le régime de Vichy a repéré ses engagements communistes d'avant-guerre. Alors avec sa femme, il s'occupe à présent d'une librairie, dans le 16e arrondissement. Et c'est là que Jean Cassou et Agnès Imbert viennent voir Pierre Brossolette pour lui demander de bien vouloir prendre en charge la rédaction de ce qui va être le numéro 5 du journal Résistance. Et la réaction de Brossolette est intéressante. Il dit « tout est foutu ». Il n'y a plus rien à faire. Et c'est justement parce qu'il n'y a plus rien à faire que je suis des vôtres. Finalement, il ne participe qu'à un numéro du magazine clandestin Résistance. Le 5e et dernier, publié en mars 1941. La publication est ensuite mise en sommeil, car la répression est trop forte. Passant entre les mailles du filet, Brossolette poursuivra son destin de résistant dans un autre secteur d'action clandestine, le renseignement. Mais jusqu'à quand? Depuis le début de l'occupation, les Allemands affichent une politique antisémite claire. Et chaque jour, les persécutions à l'encontre des Juifs augmentent et se radicalisent. Mais on est loin encore d'imaginer ce qui va arriver. Les nazis travaillent à séparer les Juifs du reste de la population. Et ça se manifeste de la part des nazis par un certain nombre d'ordonnances qui exigent des Juifs qu'ils aillent se faire recenser en se rendant dans les commissariats de police de leur domicile. À partir de ce recensement vont être établis les fichiers des Juifs. Les lois anti-juives sont arrivées, les interdictions et tout ça. Les piscines, les cinémas, les bibliothèques, interdit d'aller dans un jardin, tout. D'aller jouer dans les squares. Pour un enfant pas jouer au square avec ses copains, c'est déjà incompréhensible quand on est petit. Qu'on commence à s'attaquer aux biens, on n'a plus le droit de posséder, on n'a plus le droit d'exercer le métier. C'est là qu'on commence à se rendre compte qu'il ne fait pas bon être juif. En 1941, Théodore Dannecker, représentant à Paris d'Adolf Eichmann, l'officier SS aux manettes de l'organisation de la persécution, souhaite accélérer l'exclusion des Juifs, non seulement en les recensant, en les spoliant, mais également en les internant. Dès le mois d'avril, Dannecker demande au gouvernement français de transformer les camps de prisonniers de Pithiviers dans le Loiret et de Drancy en région parisienne en camps d'internement, avec transfert de leur gestion aux autorités françaises. Les Allemands exigent dans le même temps l'application de la loi du 4 octobre 1940 qui permet l'internement des Juifs étrangers. Et le 14 mai 1941 va avoir lieu à Paris la première rafle. Les Juifs de nationalité étrangère, polonaises, tchèques, ex-autrichiens, ex-allemands, reçoivent un billet. Donc le billet vert, du nom de la couleur du billet. Cette convocation les invite à se rendre au commissariat de leur quartier, accompagnés de la personne de leur choix, pour une simple démarche administrative. Une fois au commissariat de police, on envoie l'accompagnateur chercher un certain nombre d'effets dans les maisons. En réalité, c'était un piège. C'est une souricière. Ils ne vont pas pouvoir rentrer chez eux. On conduit en autobus les gens qui ont été arrêtés jusqu'à la gare d'Austerlitz. Où en train, ils gagnent les deux camps jumeaux du Loiret, qui sont les camps de Pithiviers et Baudelaire-Rolande. Il était prévu d'arrêter pas loin de 7000 hommes juifs étrangers. En fait, la moitié ne répond pas
à la convocation et c'est plus de 3000 hommes qui vont être dans ces camps. Cette rafle, les autorités françaises de Vichy vont non seulement la mettre en place, mais également se charger de toute l'opération de communication qui l'entoure. Les raflés de la rafle du billet vert étaient considérés souvent comme en surnombre dans l'économie nationale, donc les inutiles. Cette persécution des Juifs, les nazis comme le gouvernement français vont essayer de la légitimer, de la normaliser dans l'esprit des Français. Il y a une propagande nazie par le biais de films, par le biais ensuite de cette exposition « Le Juif et la France ». Cette exposition « Le Juif et la France » a lieu au Palais Berlitz, dans le 2e arrondissement. Les antisémites s'en donnent à cœur joie. Et des citations de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline s'affichent en grand. En moins d'une année, les choses vont terriblement s'accélérer. Les persécutions antisémites vont changer d'échelle. Ça, c'est 1942. Les modalités de ce qu'on appelle la solution finale sont mises en route à la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942. Progressivement, les nazis, toujours accompagnés par les autorités de Vichy, vont peaufiner les rouages de leur infernale machine à exterminer. Une ordonnance impose le port de l'étoile jaune à partir du début du mois de juin pour tout juif âgé de plus de 6 ans. Et moi, en 1942, j'avais 7 ans. Donc on a dû porter l'étoile jaune. À partir de ce moment-là, les juifs sont marqués. Les juifs sont marqués et l'on organise leur extermination. Le gouvernement de Vichy participe à cette escalade et négocie directement avec l'occupant l'organisation de rafles massives. Rafles qui seront l'objet des accords signés le 2 juillet 1942 entre René Bousquet, secrétaire général de la police française à Paris, et Karl Oberg, chef de la SS en France. Le 16 et 17 juillet, 7000 policiers et gendarmes sont mobilisés à Paris sous les ordres de René Bousquet pour mettre en œuvre l'opération Vent printanier. Ils ont prévu d'arrêter 30 000 juifs. Mais il y a eu des fuites pour prévenir de cette rafle. Souvent, les hommes se sont mis à l'abri, mais personne ne pouvait croire qu'on arrêterait des femmes et des enfants. Ça n'était jamais arrivé. Les rafles qu'il y avait eu, ce n'étaient que des hommes. Donc les hommes se sont cachés, mais pas les femmes et les enfants. Les arrestations toucheront plus de 12 000 personnes. Parmi elles, la mère et l'un des frères de Charles Trémille. Elle non plus n'imaginait pas et ne s'est pas méfiée. Nous étions à Évreux à l'époque, et le 15 juillet, tous les 15 les trimestres, on payait le loyer. Et ma mère est rentrée à Paris avec mes 2 frères, qui étaient plus âgés que moi, pour payer ce loyer. Donc elle est arrivée le soir à Paris pour revenir le 16 au matin. Et le 16 au matin, elle n'a pas pu revenir parce que la police française est venue. Ma mère et mon frère cadet ont été arrêtés. Mon frère aîné a sauté côté cour par la fenêtre et a réussi à s'échapper. Et quand il nous a pris, je me souviens très bien, j'étais en train de me laver les mains. C'est une image, vous voyez, c'est bizarre parce qu'il y a des choses qu'on a oubliées. Il y a des images qui restent. J'étais en train de me laver les mains. Et vous savez, un enfant, pour un enfant, les parents sont immortels. Hein. On ne pense pas que les parents puissent avoir quelque chose, puissent être malades, puissent mourir. C'est quelque chose d'impensable. C'est quelque chose d'impensable. Ouais, ça a été un très gros choc, voilà. Embarqués dans des autobus, les personnes seules et les couples sans enfants sont convoyés vers le camp de Drancy. Drancy, c'est un grand bloc d'immeubles, une barre
et sont parqués des Juifs sans aucun soin. Il y a de la paille, il y a des poux, il y a de la vermine, et c'est l'horreur, Drancy. Les familles avec enfants sont quant à elles dirigées vers le Vélodrome d'hiver, rue Nélaton dans le 15e arrondissement de Paris. Plus de 8000 personnes, dont une majorité d'enfants, vont s'y entasser pendant plusieurs jours. Là, ils s'entassent dans des conditions absolument effroyables. Les mères sont enlevées à leurs enfants par les gendarmes et envoyées directement en Pologne pour être internées dans les camps d'extermination d'Auschwitz. Les enfants, eux, sont parqués à Drancy. Georges Weller y était. Il faisait partie à cette époque des services médicaux du camp. Au procès Eichmann, il témoigne et il raconte comment sont arrivés les enfants et comment ils ont été déportés. Alors ces malheureux enfants étaient complètement désorientés, désoxés. Les plus grands tenaient dans leurs mains la main des plus petits et on les conduisait dans les chambres où il y avait tout simplement des paillasses par terre, des paillasses sales, dégoûtantes et pleines de punaises. Alors la nuit, il restait tout seul. Il hurlait, il appelait leur mère. Et c'était affreux. 2 semaines plus tard, ces enfants seront à leur tour envoyés à Auschwitz-Birkenau, qui depuis le début juillet sert de camp d'extermination à l'échelle industrielle. De juillet à novembre 1942, ce sont 31 convois qui partiront vers ces camps de l'horreur. Tous les enfants qui ont été déportés, il n'y a eu aucun survivant. Les grandes rafles de l'été 1942 vont jouer un rôle crucial dans l'éveil de l'opinion à cette question des persécutions antisémites. Au vu et au su de tout le monde, on rafle des milliers de personnes dans des conditions qui ne peuvent pas permettre d'ignorer que ces gens vont d'une manière ou d'une autre vers la mort. Et donc, il va y avoir une réaction de l'opinion. Face à ces atrocités, Paris voit naître et se développer des réseaux de sauvetage qui trouvent des soutiens précieux dans la population, de plus en plus hostile aux persécutions. Certaines associations d'assistance créent et développent désormais leur propre structure souterraine. Dans les associations juives, il y a la rue Amelot, dans le 11e arrondissement, l'œuvre de secours à l'enfance, les éclaireurs israélites, donc un certain nombre d'organisations juives qui vont à la fois s'occuper d'entraide et de sauvetage, notamment des enfants. En parallèle, de nombreuses familles se cachent grâce à des réseaux plus personnels. De nombreux Parisiens révoltés ouvrent leurs portes. Moi, j'étais caché dans divers endroits. Quand il y avait des menaces de rafle, on allait dormir chez un voisin à l'étage, qui était corse d'ailleurs. On allait dormir chez lui, ou alors chez une femme aussi qui était corse, qui habitait rue des Gravilliers. Et les gens étaient très discrets. Les gens ne parlaient pas. Et pour ne rien arranger à la détresse des Parisiens, la famine s'installe plus durement dans l'année 1942. La faim, terreau fertile à l'insurrection, va rapidement tenailler les estomacs et enflammer les consciences. Il y avait une atmosphère, vous savez, dans Paris, très lourde, très noire. Les souvenirs de Paris, c'est tout en noir et blanc. La population parisienne, elle est en proie à des difficultés quotidiennes pour obtenir à manger, pour se procurer des vêtements. Enfin, il y a des queues, il y a le rationnement, il y a tout ça. Dans cette pénurie absolue, une industrie tourne à plein, celle des tickets de rationnement. Tickets de 5 grammes de matière grasse, tickets de viande, de sucre, de lait, de vin, de savon. Il faut apprendre à faire de la pâtisserie sans sucre, du café sans café. On considère que à Paris, le rationnement officiel ne permet de fournir qu'environ 1300-1400 calories quotidiennes, alors qu'il en faudrait 2500.
Face à une telle situation, évidemment, les Parisiens vont très largement avoir recours au système D, à la débrouille. On va développer, par exemple, dans les caves des immeubles, des petits élevages de lapins. On va essayer de cultiver les quelques parcelles disponibles au bois de Vincennes ou au bois de Boulogne. Vivre des mois et des années, ce dont il s'agit, avec la faim au ventre, c'est pas facile à admettre. D'autant qu'on comprend de plus en plus que si les Français se serrent la ceinture, c'est aussi parce que tout l'appareil d'occupation exerce des ponctions sur l'économie française au profit du Troisième Reich. Donc là, il y a un motif très puissant de mécontentement. La faim devient l'un des moteurs de la révolte. Devant cette pénurie se met en place une forme de résistance civile. Le déclenchement de mouvements sociaux est un indice de la radicalisation de l'opinion qui s'oppose de plus en plus fortement à la politique de collaboration et au régime de Vichy. Les manifestations des ménagères, spécifiquement portées par les femmes, constituent l'un des exemples notoires d'action de cette résistance civile en train d'émerger. À l'occasion d'un marché mal approvisionné, des femmes, spontanément, se rassemblent et vont défiler devant l'administration la plus proche pour réclamer un meilleur ravitaillement. Il y a à la fois des manifestations spontanées et puis des manifestations très organisées qui visent là encore à travailler l'opinion. Il faut que cette colère serve à quelque chose, que la faim que les gens éprouvent, elle soit motrice en quelque sorte. Surtout que quelques mois avant, un événement survenu à des milliers de kilomètres a commencé à transformer l'histoire de l'occupation de Paris et des Français en général. Le 22 juin 1941, Hitler lance ses troupes contre l'URSS. La patrie du communisme bascule dans le camp de ceux qui luttent contre l'Allemagne nazie. L'appareil du Parti communiste clandestin somme ses militants de s'engager dans la lutte, une lutte désormais armée. Les ordres arrivent très clairement par radiotélégraphie de Moscou. Il faut, en gros, il faut mettre la France à feu et à sang. Quand on dit la France à feu et à sang, c'est-à-dire attaquer les nazis par tous les moyens. S'en prendre aux forces d'occupation d'une part, en détruisant leurs infrastructures, mais aussi en s'attaquant à leurs forces vives. Ordre est donné de tuer. C'est très difficile à mettre en place. Difficile à mettre en place parce qu'il faut des gens très déterminés. Quoi qu'on en dise, c'est pas facile de tuer quelqu'un de sang-froid comme ça dans la rue. Ça demande une détermination farouche. Une autre difficulté est à surmonter, plus pragmatique. Mener une lutte armée ne s'improvise pas. Le Parti communiste va faire appel à ceux qui, dans ses rangs, ont déjà l'expérience de ce type de résistance. Parmi eux, le parti désigne un certain Pierre Georges. Pierre Georges est militant du Parti communiste depuis qu'il a 14 ans. C'est un ouvrier, il a travaillé comme ajusteur, mais surtout il s'est engagé lors de la guerre d'Espagne dans les brigades internationales. À 17 ans, il avait déjà été criblé de je ne sais pas combien de balles, d'éclats d'obus, etc. C'est un gars très actif, très dynamique. Et donc, à partir de l'été 41, la direction du Parti communiste, Jacques Duclos en l'occurrence, l'a fait contacter en disant voilà, il faut organiser les jeunes. Il organise des camps d'entraînement dans les bois du Lardy. Mais un entraînement, cela reste théorique. Pierre Georges décide donc de montrer l'exemple. Le 21 août 1941, il convoque une poignée des combattants qu'il entraîne. Il leur donne rendez-vous au métro Barbès-Rochechouart. Il leur demande de se poster à différents endroits du quai pour assurer sa protection, mais aussi pour bien voir ce qui allait se passer. Sur le quai du métro, lorsque un wagon est prêt à partir, un aspirant de marine, Alphonse Moser, monte dans le wagon.
Pierre Georges lui tire dessus. Et là-bas... Le premier qui passe, pan. C'est un attentat qui fait, Pierre Georges, avec un 6,35. C'est pas un calibre de guerre. C'est une petite arme qui appartient à la mère d'un de ses amis. Donc qu'est-ce que ça montre? Que même le Parti communiste, il entre dans cette lutte-là comme il le peut, avec beaucoup de difficultés. Fin août 1941, un autre officier allemand est assassiné à Paris. Hitler est fou furieux, ça déclenche une espèce de tsunami de répression. Et le 16 septembre, le décret Kettel fixe un ratio de 50 à 100 communistes exécutés pour la mort d'un soldat allemand. 50 otages fusillés, et là, c'est le choc. À Londres, le général de Gaulle critique cette stratégie. Regardez ce qui se passe. Vous tuez un Allemand, il va vous tuer 50 Français. C'est absurde. Oui, c'est la guerre. Il faudra s'en prendre aux troupes d'occupation, mais c'est pas la priorité du moment. C'est pas ça qui va affaiblir l'armée allemande. Au printemps 1942, Staline, chef de l'Union soviétique, n'en a cure et exige d'intensifier la lutte armée. Pour ce faire, le Parti communiste français met en place une véritable organisation structurée. Se met en place à l'intérieur du parti les francs-tireurs et partisans, qui vont être la branche armée du Parti communiste. On va avoir deux branches, les FTP-F, FTP français, c'est-à-dire les membres du Parti communiste français, et les FTP-MOI. MOI, main-d'œuvre immigrée, qui sont répartis par groupes nationaux. Il y a les Polonais, il y a les Hongrois, il y a un bataillon juif. La direction militaire parisienne FTP-MOI est commandée dès le mois de mars 1942 par Boris Holban. Boris Holban, né Baruch Brourman. C'est un très vieux militant roumain. C'est quelqu'un qui a fait déjà beaucoup de prisons, qui a connu beaucoup de tabassage, etc. C'est vraiment un dur. Boris Holban est à la tête d'une organisation qui dispose d'un service de renseignement extrêmement efficace. Service de renseignement grâce auquel un grand nombre d'actions sont minutieusement préparées. Des actions prises en charge par le bras armé des FTP-MOI. Une soixantaine d'hommes, divisés en petits groupes de 3 combattants, qui appliquent systématiquement le même mode opératoire, et notamment quand il s'agit d'abattre un Allemand. La méthode fonctionne. On dénombre entre 15 et 25 actions par mois, dont l'une des plus emblématiques est celle du 28 septembre 1943 au 18 rue Pétrarque, dans le 16e arrondissement. On met en place une équipe qui s'appelle l'équipe spéciale, parce que c'est les gars les plus gonflés qui font les coups durs. Celestino Alfonso, Léo Kneller et Marcel Reymann attendent devant la porte cochère de l'immeuble. Une voiture sort en marche arrière. Alfonso tire. Blessé, l'Allemand cherche à sortir par la porte gauche. Reymann l'achève. Alors évidemment, c'est un coup énorme. Un coup énorme, parce que l'homme que l'on vient d'abattre n'est autre que l'un des plus hauts dignitaires allemands en poste à Paris, Julius Ritter. Julius Ritter, représentant en France de Fritz Sauckel, c'est-à-dire celui qui était en charge de mettre en place le STO en France. Service du travail obligatoire, qui depuis le mois de février 1943 oblige tous les jeunes Français de 18-20 ans à partir travailler en Allemagne. Donc là, on a vraiment l'élimination d'un très haut dignitaire nazi. Toutes ces actions vont avoir un retentissement très important. Les Allemands qui ne s'attendaient pas à un tel harcèlement vont renforcer leur protection et exiger de la police française qu'elle se charge de la lutte contre les FTP-MOI. Les FTP-MOI sont dans la ligne de mire des brigades spéciales des renseignements généraux qui vont leur mener une lutte acharnée. Se met en place une brigade spéciale, qu'on appelle la BS2, qui va être chargée spécialement de pourchasser les communistes. Ce sont des militants, par exemple, du parti de Jacques Doriot, le PPF, le Parti populaire français, mouvement vraiment fasciste en France à ce moment-là. Et les brigades spéciales, qui sont des gens professionnellement compétents,
et idéologiquement persuadés que le communiste c'est l'ennemi, vont mettre tout leur poids dans la balance pour mettre hors d'état de nuire CFTP et MOI. Ces brigades spéciales font énormément de filatures, sachant que la filature est l'une des spécialités de la police française. Ces policiers-là étaient formés à décrire systématiquement les gens qu'ils repéraient, qu'ils suivaient, etc. N'oublions pas qu'on est pendant la guerre, c'est le rationnement. Donc les gens, très souvent, portent les mêmes vêtements et sont repérés comme ça. La BS2 mène ses filatures pendant des semaines, pendant des mois. En octobre 1943, il est décidé d'arrêter un des membres de la MOI, Davidovitch. On perquisitionne sa planque et on trouve une liste d'effectifs, des comptes rendus d'opérations et des ordres de mission. Par l'intermédiaire de policiers résistants, les MOI apprennent que Davidovitch s'est mis à table. Il a été passé à la moulinette, si je puis dire, et Davidovitch va dire à lui, c'est un tel, elle, c'est un tel, lui, c'est... Voilà. Donc, la police va reconstituer tout le réseau. Le mal est fait. Les combattants savent qu'ils sont dans la ligne de mire de la brigade spéciale, mais ils ne savent pas encore à quel point. Le 16 novembre 1943, c'est Missak Manoukian, un responsable MOI, qui est suivi. Il se rend à la gare d'Evry, dans l'Essonne, à une trentaine de kilomètres de Paris. Il avait rendez-vous avec son chef suprême, c'est-à-dire le chef de tous les FTP de Paris, de la région parisienne, Joseph Epstein. Joseph Epstein appartient à une famille de culture yiddish. Dès son plus jeune âge, il participe dans les rangs du Parti communiste polonais à la lutte contre le gouvernement. Rapidement dans le collimateur de la police politique polonaise, il doit s'exiler. Il choisit la France comme terre d'accueil parce que c'était le pays de la Révolution française et de la liberté. En 1936, sitôt terminé ses études, eh bien, il s'engage en Espagne dans les brigades internationales. Il revient en avril-mai 1939 et en début septembre éclate la guerre entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne nazie. Immédiatement, puisqu'il est polonais, immédiatement il s'engage dans la Légion étrangère. Après la défaite de la France, quand Joseph s'engage en résistance chez les MOI, il connaît les risques et les assume. Il sait qu'en entrant dans la résistance, il met sa vie en danger. Il est tout à fait au courant, puisqu'à l'époque, un résistant qui s'engageait activement, il avait une espérance de vie de 3 à 6 mois. Ce jour-là, Missak Manoukian et Joseph Epstein sont sur ce quai de gare. À peine échangent-ils quelques mots qu'ils aperçoivent la police française. Mon père s'est enfui en courant. Il est tombé et il a été arrêté. Joseph Epstein va être enfermé, torturé, jugé et exécuté. Mais il parviendra avant son exécution à transmettre une lettre à son fils, une lettre d'amour, d'adieu et plus encore. Il dit mon petit microbe, chéri, puisque il m'appelait son microbe. Cette lettre, je te l'écris 3 heures avant de mourir. Donc c'est vraiment là ses dernières paroles. Et bon, il m'explique le sens de son combat. Il dit « Je meurs pour ton bonheur, le bonheur de tous les enfants, le bonheur de toutes les mamans. » Cette dernière lettre, elle est écrite recto verso. Il y a plus de place. Il reste juste un petit peu de place dans la marge, en travers. Et là, il écrit ses dernières paroles. « Vive la liberté, vive la France ». Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Manoukian et d'Epstein, la plupart des combattants MOI sont arrêtés. Les Allemands ont décidé de donner à leur procès une publicité particulière. La cour martiale s'est installée dans une grande salle de l'hôtel Continental. 24 FTP comparaissent. Ils sont tous étrangers. 9 sont juifs, la moitié des accusés ont moins de 25 ans et 4 n'ont pas 20 ans.
Le 22 février, la presse annonce leur condamnation à mort. Les Allemands les ont exécutés 24 heures auparavant, à Suresnes, au Mont Valérien. Quelques jours plus tard, ce sont leurs visages qui sont placardés sur les murs de Paris. Les Allemands vont diffuser une affiche sur fond rouge. Avec écrit sur l'affiche « La libération par l'armée du crime ». Pour discréditer la résistance, notamment la résistance communiste, pour montrer qu'elle est menée par des étrangers. L'année 43 est un moment particulièrement critique pour la résistance parisienne. La répression décime ses rangs partout et à tous les niveaux. Si la brigade spéciale de la police française se charge de la résistance communiste, pour se rendre encore plus efficace dans leur traque, les services allemands ont besoin d'auxiliaires recrutés localement pour faire le sale boulot. Les Allemands vont utiliser un certain nombre d'officines un peu spéciales que l'on va qualifier de Gestapo française. Ce groupe de personnes est installé au 93 rue Lauriston dans le 16e arrondissement de Paris. Cette officine, surnommée la Carlingue, obéit aux ordres d'Henri Chamberlain, dit Lafont, un truand notoire. Henri Lafont est un ancien petit voyou, petit criminel. Il a été condamné à de multiples reprises avant la guerre. Il a fait un passage par les fameux BADDAF, les bataillons d'Afrique, où on envoyait à titre disciplinaire un certain nombre de voyous pour essayer de les redresser. Les Allemands lui donnent une sorte de carte blanche pour recruter dans le milieu parisien. Lafont se rend même à Fresnes et à la Santé pour en sortir un certain nombre de voyous. Des escrocs, des truands, des proxénètes, des condamnés par la justice, pillent, volent en toute impunité, sont au-dessus des lois. Et cette bande, au départ, elle est plutôt chargée de mener des trafics dans le cadre du marché noir en faveur des Allemands. Pour que cette Gestapo française soit encore plus efficace, les Allemands ont associé à Henri Lafont, enquêteur dont la rigueur n'a d'égal que la cruauté, Pierre Bonny, un policier ripou. Ces étranges policiers sont les chiens de garde des Allemands qui les missionnent dans la traque des résistants. Grâce au laissez-passer allemand, le fameux Ausweis dont elle dispose, cette meute va intervenir hors de tout contrôle, avec rage et détermination. Comme lors de leur intervention chez Michel Agnel et sa famille, qui habitent Cour de Vincennes dans le 12e arrondissement. Quand je suis rentrée du lycée, la Gestapo était à l'intérieur de la maison. La Gestapo française, c'était 3 gestapistes français qui étaient là. Et c'est un moment où j'ai commencé à avoir peur. J'ai une espèce de petit truc qui vous prend dans le cou, là, qui est extrêmement désagréable à supporter. Les hommes ont d'abord été emmenés. Papa. C'est la dernière fois où on l'a vu, vraiment. On ne lui a jamais reparlé après. Jacqueline Fleury et de nombreux membres du réseau résistant Défense de France sont eux aussi tombés entre les griffes de la Gestapo. À partir de là, c'est les interrogatoires dans les mains de la Gestapo qui vont être terribles là-dessus. Il y aura le supplice de la baignoire. Il y a des camarades qui vont parler et nous sommes les seuls à comprendre pourquoi ils ont parlé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La procédure allemande dite « nuit et brouillard », Nacht und Nebel, est à présent appliquée aux résistants capturés. Cette procédure prévoit que les personnes disparaîtront dans la nuit et le brouillard sans qu'aucun renseignement sur leur sort ne soit plus jamais communiqué aux familles. Ainsi, des déportations massives se substituent aux exécutions. Jacqueline Fleury et Michel Agnel sont déportés ensemble dans le même convoi.
Nous avons été embarqués dans des wagons à bestiaux, naturellement. Là, on nous a enfermés à 60, 80, on ne sait pas. Nous sommes pour la plupart des résistantes. Et beaucoup d'entre nous sont passés dans les mains de la Gestapo. Il y en avait une qui avait été torturée horriblement. Elle avait été démantelée même. Celle qui est le plus marquée a été écartelée. Et nous allons lui faire une place assez importante dans l'angle du wagon pour qu'elle ne soit pas piétinée, qu'elle ne soit pas trop, qu'elle soit un peu protégée. Et notre voyage va durer, enfin comment dirais-je, j'appelle pas ça un voyage, hein, j'appelle ça quelque chose de très douloureux, difficile, va durer 7 jours et 7 nuits. Et là, nous allons devenir des concentrationnaires, c'est-à-dire des femmes qui n'ont plus d'identité. Nous allons recevoir un numéro. À partir du moment où nous recevons ce numéro, nous ne sommes plus des êtres humains, nous sommes des stucs, c'est-à-dire des morceaux. En parallèle de ces pertes humaines lourdes et dramatiques, la résistance continue à évoluer. Jean Moulin a unifié la résistance en créant le CNR, Conseil national de la résistance, organisant l'espoir d'une libération en alliance avec la France libre du général de Gaulle et des Alliés. La résistance réussit à s'unifier, ce qui était une gageure, avec la réunion le 27 mai 1943 dans Paris, rue du Four, au nez et à la barbe de l'occupant. Au nez et à la barbe de la Gestapo, 16 des plus hauts résistants français arrivent à se réunir pour lancer ce CNR. Il y a des facteurs d'optimisme incontestables, sauf que dans la résistance, tout succès côtoie un échec majeur potentiel. 27 mai 1943, première réunion du Conseil national de la résistance rue du Four. 21 juin 1943, donc moins d'un mois plus tard, arrestation à Caluire de Jean Moulin. La mort de Jean Moulin le 8 juillet est une catastrophe pour la résistance qui doit et va très vite réorganiser le CNR. Un homme nommé par Londres le remplace, Émile Bollaert. Pour l'introduire auprès des différents chefs de la résistance, le général de Gaulle désigne un résistant de la première heure, Pierre Brossolette. À la mi-septembre 1943, Bollaert et Brossolette arrivent en France où Pierre Brossolette va présenter ce nouveau délégué général et président du CNR à l'ensemble des mouvements aux responsables des mouvements de résistance. Le problème, c'est que cette mission débute à un moment où la Gestapo est plus forte que jamais. Après 6 mois de mission, les deux hommes sont arrêtés le 3 février 1944. La Gestapo parisienne met un mois à les identifier. C'est au 84 de l'avenue Foch à Paris que Pierre Brossolette est torturé pendant des jours. Le 22 mars, à l'heure du déjeuner, alors que les tortionnaires sont partis déjeuner, lui est laissé dans l'état qu'on peut imaginer dans la chambre de bonne où on l'a torturé. Les mains liées, il saute par la fenêtre. Il va s'écraser 4 étages plus bas sur le sol de l'avenue Foch. Il est mort le soir même à la Pitié. Si bon nombre de ses leaders sont morts ou emprisonnés, pour autant la résistance ne se laisse pas abattre. Après 4 ans d'occupation, la libération semble en marche. Et dans la France entière, se murmure déjà l'arrivée d'un possible débarquement allié. Au printemps 1944, Paris espère toujours la liberté, même si la lassitude s'installe, conséquence d'ardeur jusque-là déçue. On est dans une situation à la fois de fatigue extrême, de lassitude et de forte attente, de fort espoir que quelque chose se passe. Le débarquement est devenu un mythe qui entretient, sans jamais la satisfaire, leur foi dans la délivrance.
Quand enfin, le 5 juin 1944, à 21h15 sur les ondes de la BBC, les sanglots longs des violons de l'automne, on annonce de manière codée que le lendemain, la plus grande armada de l'histoire arrivera sur les côtes de Normandie. L'opération est un succès. Et sur ce nouveau front, la rumeur annonce que les Allemands reculent. À Paris, c'est l'enthousiasme. On se persuade que les régiments alliés sont proches, que les Allemands sont affaiblis, et l'on projette un soulèvement populaire, une insurrection libératrice. Mais la réalité est tout autre. Les Alliés sont très loin d'être aux portes de la ville. Le 2 août, Chaban-Delmas, le délégué militaire national du gouvernement provisoire de la France libre, s'entretient à Londres avec l'ensemble des responsables français et alliés. Le général Chaban demande que les Alliés se portent au secours de Paris. Cependant, les Alliés ont d'autres plans. Ils voient le théâtre européen de façon beaucoup plus globale. Les plans de l'état-major interallié ne prévoient pas du tout de libérer Paris. Paris n'est pas un objectif stratégique de première importance. Pour eux, Paris, ce serait une épine ou un boulet, ils disent même, parce qu'il faudrait le ravitailler, et ils ne veulent pas du tout s'encombrer de ce poids potentiel. Le général de Gaulle ne soutient pas la position des Alliés. De Gaulle veut que Paris soit libéré par la 2e division blindée du général Leclerc. Il faut que la France participe à sa propre libération. Raison pour laquelle, presque un an avant, le 18 septembre 1943, le général de Gaulle écrivait à Roosevelt, Churchill et Staline pour réclamer la formation d'une division blindée française en Angleterre, afin de participer, lorsque le temps viendrait, à la libération de Paris. Le choix se porte sur la 2e DB, du général Leclerc. Formé à partir d'éléments disparates, son noyau principal est composé par les forces françaises libres. À ces Français libres se sont raccrochées des unités de l'armée française d'Afrique du Nord et se sont raccrochés aussi des gens qui avaient été résistants en Afrique du Nord. On y retrouve également des combattants des brigades internationales espagnoles et de nombreux jeunes Français ayant fui le STO. Et c'est cet ensemble composite, mais fermement décidé à se battre, que le général Leclerc a réussi, avec talent et fermeté, à transformer en une unité blindée extrêmement efficace. À Paris, en ce début du mois d'août, les forces allemandes dirigées par le général von Choltitz comptent 4 régiments et un bataillon de choc, soit environ 17 000 combattants et un arsenal militaire puissant. Face à elles, 30 000 résistants dont seulement 5 000 d'entre eux sont armés et dont les différents chefs de mouvement optent pour des stratégies différentes. C'est un maelstrom. Il y a des forces là extrêmement différentes qui représentent des courants différents. Alors il y a le délégué du général de Gaulle, Alexandre Parodi. Lui, son but, c'est de faire en sorte que l'administration se poursuive, que tous les ministères soient pris et bien pris par les personnes qui doivent les occuper et qu'on soit dans une transition qui soit la moins chaotique possible du point de vue des affaires de l'État. De son côté, à Paris, Roll Tanguy, le responsable politique communiste et chef militaire des forces françaises de l'intérieur, les FFI, envisage, lui, une toute autre stratégie. La stratégie de Roll Tanguy, c'est de faire de la guérilla. C'est pas du tout d'occuper un ministère, c'est pas du tout d'occuper la préfecture de police ou d'occuper l'hôtel de ville. Pour lui, c'est une aberration stratégique, ça. En d'autres termes, il n'y a pas un commandement central qui appuierait sur un bouton et déclencherait l'insurrection. En réalité, il y a une conjonction de forces qui vont petit à petit, j'allais dire, nolens volens, c'est-à-dire en le voulant et en le voulant pas, bon gré mal gré, vont se coordonner. Et ce qui va se passer dans les faits, c'est qu'on va suivre ces deux stratégies en même temps. Alors que depuis le 10 août, les grèves se généralisent dans Paris, le 13 se produit l'événement qui va faire basculer l'insurrection. La police rejoint le mouvement. La police elle-même va entrer dans l'action alors que jusqu'alors, on ne peut pas dire qu'elle avait été à l'avant-garde de la résistance.
À partir du 19 août, la préfecture de police est occupée. Un certain nombre de mairies d'arrondissement, un certain nombre de ministères sont également occupés. Dès lors, l'insurrection est déclenchée et désormais plus personne ne peut l'arrêter. Les premiers accrochages sérieux entre FFI et forces allemandes ont lieu en banlieue, à Saint-Denis, à Neuilly, à Vitry, à Aubervilliers. Rapidement, les FFI commencent à attaquer systématiquement les troupes allemandes qu'elles rencontrent dans Paris. On a un affrontement. Et toute la question, c'est de savoir si les Allemands résisteront coûte que coûte jusqu'au dernier, auquel cas on peut avoir des pertes immenses, ou si ils vont baisser pavillon. Pour le moment, les chars allemands tirent sur la préfecture. Tout au long de la journée du 19, les escarmouches se multiplient entre eux et les FFI. Rue Saint-Jacques, une patrouille allemande tombe dans un guet-apens et laisse 20 morts sur le pavé. Von Choltitz entre dans une colère noire et menace d'appliquer les ordres donnés par Hitler, faire exploser Paris. Le consul de Suède, Raoul Nordling, intervient pour l'en dissuader. Il y parvient. Et le soir même, le général allemand annonce que s'il renonce pour autant, ni lui ni aucun de ses hommes ne se rendront et qu'ils se battront jusqu'au dernier. Le 22 août, suite à l'appel de Roltanguy, 600 barricades se dressent dans les rues de Paris. Et le 24, c'est dans un immense soulagement que l'on apprend que les Alliés, dont la 2e DB, ne sont plus qu'à 20 km de la capitale. Cette décision des Alliés de finalement engager leurs forces armées pour soutenir l'insurrection parisienne a été prise le 20 août, lors d'une rencontre entre le général Eisenhower et le général de Gaulle. De Gaulle finit par faire comprendre au général Eisenhower, qui était très intelligent et très politique, que l'enjeu politique parisien est absolument essentiel pour la libération de la France. Et donc la décision d'Eisenhower est finalement d'autoriser la 2e division blindée du général Leclerc et la 4e division d'infanterie américaine à foncer vers Paris pour libérer la capitale. En début de soirée, un petit avion de la 2e DB survole la capitale et lance le fameux message « Tenez bon, nous arrivons ». Vers 20 h, Leclerc envoie le capitaine Drone à la tête d'un détachement léger en éclaireur vers Paris. Drone parvient à la préfecture de police à 21 h. À 22 h 15, suite à un appel sur les ondes de la radio nationale tombée entre les mains de la résistance, toutes les cloches de la capitale sonnent. Et cette arrivée des troupes de drone, c'est une nouvelle extrêmement positive qui ensuite se diffuse dans l'ensemble de la capitale sur le thème. Cette fois-ci, ils sont arrivés, ils sont là. Ça n'est qu'une avant-garde, mais le gros des troupes arrive. Et donc, le rapport de force va s'inverser. Le vendredi 25 août au matin, la 2e DB investit Paris. Les maigres forces de von Choltitz, sans doute 6 000 hommes dans Paris, sont désormais livrées à elles-mêmes face à 2 divisions bien armées. Le plan de Leclerc et de Roltanguy est d'assurer le contrôle des grands axes. Leur objectif, prendre au plus vite l'hôtel Meurice, le PC de von Choltitz, situé au 228 rue de Rivoli. Pendant plus de 2 heures, la 2e DB arrose la position allemande. Finalement, vers 14 h, un char défonce la grille d'entrée. Une escouade de la 2e DB va faire prisonnier Choltitz à son PC et va obtenir sa décision verbale de se rendre et ensuite le transporter jusqu'à la gare Montparnasse où il va signer l'acte de reddition. Paris est libre. Le général de Gaulle est à Paris, arrive à Paris le 25 août. Il est attendu à l'hôtel de ville par le Conseil national de la résistance au grand complet. Et là, avec un art consommé, alors on dirait aujourd'hui de la communication, mais je crois que ça va quand même beaucoup plus loin que ça, le général de Gaulle utilise l'arme du micro. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le 26 août 1944, les radios sont en boucle pour annoncer la nouvelle. De Gaulle est de retour. Il a rendez-vous avec le peuple de Paris. Ce sera aux Champs-Élysées,
En début d'après-midi, après s'être incliné devant la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, le général descend l'avenue à pied, au milieu des Parisiens et Parisiennes en liesse. Le banc et l'arrière-ban de la résistance est présent, et un pas devant tous les autres, le général de Gaulle. Dans ses mémoires de guerre, le général raconte cette scène et dit « Ah, devant moi, la mer ». Les plus grands photographes de l'époque, Lee Miller, Robert Capa ou l'écrivain et reporter de guerre Ernest Hemingway, sont venus immortaliser ce jour. La joie des Parisiens est à l'image du cauchemar qu'ils ont vécu. Immense. Pour autant, la guerre est loin d'être finie. Et il faudra encore une petite année aux forces alliées pour mettre fin à cette Seconde Guerre mondiale, dont la France sortira exsangue. L'occupation de Paris, mais aussi du territoire français, laissera des traces indélébiles, dont certaines cicatrices auront bien du mal à se refermer. Après 4 ans d'occupation, Paris martyrisé, Paris outragé, est enfin libéré, et cette libération résonne comme un coup fatal, porté au Troisième Reich.